Bon, on va essayer de parler un petit peu de la place de la préservation d'organes en 2024, ce qui est recommandé, ce qui est actuellement à l'étude. C'est un topo que j'ai préparé avec le docteur Vézian, qui doit être quelque part là-haut en visio, avec nous, qui travaille dans le service de chirurgie digestive et oncologique hôpital Urgny. Alors, quand on parle de préservation d'organes, on mélange un peu tout, malheureusement, dans la littérature et dans les études. On a déjà le type histologique. Il y a des épidermoïdes et des adénocarcinomes, des malades opérables et des malades pas opérables, des tumeurs résécables et des tumeurs non résécables. Et donc, globalement, il va falloir essayer de savoir quel est le traitement qu'on va proposer aux patients. Est-ce qu'on part dans une stratégie de radiochimiothérapie exclusive? Et à ce moment-là, si jamais il y a une persistance tumorale à la fin de la radiochimiothérapie ou une récidive à distance, on parlera bien d'œsophagectomie de rattrapage. Ou alors, est-ce qu'on parle de patients à qui on fait un traitement néoadjuvant et qu'on ne va pas opérer et qu'on va surveiller après? Ça, on va le voir, c'est la nouvelle proposition des Hollandais avec des études d'assez bon niveau de preuve qui va peut-être changer un peu la donne. L'autre chose qui a changé la donne, c'est ce qu'on vous a montré ce matin, c'est l'arrivée de l'immunothérapie en adjuvant chez les patients à qui on a fait radiochimio, chirurgie et qui ont une persistance tumorale sur la pièce opératoire. Ça diminue de x2 le risque de récidive. D'accord ? Et donc, c'est évidemment fondamental. Et le problème, c'est qu'il y a la moitié des études du coup, qui sont publiées, qui sont bonnes à mettre à la poubelle, puisqu'il n'y a pas l'immunothérapie dedans, et que potentiellement, ça peut changer beaucoup de choses. Et donc, à l'heure actuelle, il y a on essaye d'homogénéiser le langage. Et donc, on va parler d'œsophagectomie de rattrapage après une radiochimiothérapie exclusive et d'œsophagectomie planifiée ou d'œsophagectomie après surveillance si on a fait un traitement néoadjuvant. On va parler aussi de métastases intervallaires si jamais il y a des métastases qui se développent dans les 6 à 12 semaines qui suivent la fin de la radiochimiothérapie. Et donc, l'état actuel des recommandations, c'est ça. Et c'est ce qu'on a vu ce matin. On peut faire de la préservation d'organes comme option dans les carcinomes épidermoïdes. Alors, quand on regarde un peu le texte, normalement, c'est quand le malade est pas trop opérable ou quand la tumeur est difficilement résécable. Donc, ça veut dire que plus on monte dans le thorax, plus on s'approche du cou et de la bouche de l'œsophage, plus on va avoir tendance à proposer ce traitement exclusif. Et donc, en face de ça, on peut proposer la radiochimie néoadjuvante suivie de chirurgie avec l'immunothérapie s'il y a de la tumeur sur la pièce opératoire. Pour les adénocarcinomes, ce n'est pas recommandé de faire cette stratégie de radiochimiothérapie exclusive, sauf si le malade est contre-indiqué à la chirurgie ou refuse la chirurgie. Alors, cette chirurgie d'attrapage, elle avait jusque très récemment assez mauvaise presse. Et donc, cette revue de 2007 rapporte finalement des taux de chirurgie de rattrapage dans la littérature qui sont très faibles, qui vont de 0 à 34% dans une seule étude, et des risques de complications, des durées de séjour, vous voyez, 47 jours de moyenne, 38% de fistules, 25% de nécrose de plastie, 38% de pneumopathie, 33% de décès hospitaliers. Donc, évidemment, c'est des suites opératoires que personne n'aime avoir. Et donc, cette chirurgie de rattrapage a longtemps eu mauvaise presse. On a vu ce matin les deux études qui ont un peu assis cette stratégie de radiochimiothérapie exclusive, des études un peu anciennes avec des protocoles un peu anciens. Cette étude allemande qui n'avait inclus que des épidermoïdes du tiers sup et du tiers moyen, donc pas des très bons candidats quand même à la chirurgie. Et on avait randomisé radiochimiothérapie exclusive versus radiochimio néoadjuvante suivie de chirurgie. Et il y avait une petite chimiothérapie d'induction dans les deux bras. Et à 2 ans, et là on peut voir que les courbes sont bien collées, je ne sais pas si on peut voir quelque chose. On voit qu'à 2 ans, il n'y a pas vraiment de différence. Bon, on voit ensuite que la chirurgie peut-être arrive un peu au-dessus de la non-chirurgie, mais les résultats à long terme n'ont jamais été publiés. Mais en tout cas, cette étude montrait une non-infériorité de la radiochimiothérapie exclusive avec un moins bon contrôle loco-régional quand même à 2 ans dans le bras radiochimiothérapie exclusive. Et une notion qui est intéressante et qu'on va retrouver ensuite, c'est que, en fait, quel que soit le bras de traitement, quand le malade répond à la chimiothérapie initiale, il a de toute façon un bon pronostic. Donc, le bon répondeur va avoir un bon pronostic. On va sélectionner les patients avec la réponse au traitement. Cette deuxième étude, c'est une étude française où on avait fait une radiochimiothérapie à des patients, puis on a évalué la réponse. Si le patient était considéré comme répondeur, c'est-à-dire qu'en gros, il avait un peu moins de dysphagie et que sur le TOGD,
ça s'améliorait. On randomisait entre une chirurgie et une poursuite de la radiochimiothérapie. Si le patient n'était pas répondeur, il était exclu de l'étude et on pouvait en faire ce qu'on voulait. Et donc là, chez ces patients qui étaient répondeurs, entre une radiochimiothérapie et une chirurgie, pas de différence de survie globale à 2 ans. Un meilleur contrôle loco-régional dans le groupe chirurgie. Sur le plan du risque de récidive métastatique, pas de différence entre les deux. Donc, en résumé de ces 2 essais qui ont fait le lead des recommandations actuelles de la radiochimiothérapie exclusive dans l'épidermoïde de l'œsophage, pas de différence significative à 2 ans, meilleur contrôle loco-régional en cas de chirurgie, mais quand même, évidemment, quand on opère des patients qui ont un épidermoïde, on a un peu plus de décès précoces que quand on les surveille, c'est logique. Et donc, on arrive sur cette justification de la chirurgie de rattrapage parce qu'à l'issue de ces 2 études, on pourrait dire, en fait, c'est tout, radiochimio exclusive, et puis on laisse le malade comme ça, et puis donc ça ne sert à rien d'opérer les patients, et donc on ne va plus opérer beaucoup de patients dans le cancer de l'œsophage. Mais quand même, on a des arguments en littérature pour penser que quand le patient est en persistance évolutive, donc là, évidemment, ce n'est quand même pas un très bon candidat à la chirurgie parce qu'on lui a fait une radiochimio et il a toujours de la tumeur en place, et quand il a initialement très bien répondu et qui récidive à distance, à 1 an, à 2 ans, est-ce que pour ces malades, il pourrait y avoir une place pour la chirurgie? Alors, pour la persistance évolutive, on a longtemps bataillé avec les oncologues et finalement, sur l'initiative notamment du professeur Mariette, on a réussi à retrouver les données des patients qui avaient été dans l'étude française, mais qui n'avaient pas été randomisés. Donc, c'est des patients, ils avaient eu la radiochimiothérapie, ils avaient été considérés comme non répondeurs. Et donc, on avait dit, faites ce que vous voulez avec ces patients, on ne les met pas dans l'étude. Et donc, on a retrouvé ces patients. Donc, première information, ces patients qui n'avaient pas bien répondu à la radiochimiothérapie, ils ont quand même un pronostic qui est moins bon que ceux qui ont été ensuite randomisés dans l'étude. Moins bonne réponse, moins bon pronostic. Ce qui est intéressant, c'est que chez ces patients non répondeurs, certains ont eu accès à une chirurgie. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ceux qui ont été opérés, en fait, leur pronostic a rattrapé le pronostic des patients qui avaient été inclus dans l'étude. Donc, l'idée, c'est que si on a un patient qui a, à l'issue d'une radiochimiothérapie, de la persistance tumorale prouvée, le fait de l'opérer va probablement vous permettre de rattraper son pronostic. Alors, deuxième situation qui a longtemps fait peur aux chirurgiens, qu'est-ce qu'on fait du patient qui a très bien répondu, puis un an et demi après, il vient vous voir avec une récidive. Là, on a plusieurs études. Et alors, cette étude, elle est avec des petits effectifs, mais elle est assez intéressante sur le plan des résultats, puisque même s'il y a des petits effectifs, vous voyez que les courbes, elles se passent de commentaires. Quand on opère les patients qui ont une récidive alors qu'ils avaient répondu de façon complète, ils ont quand même une survie qui est meilleure que chez des patients chez qui on reprend une chimiothérapie ou une radiothérapie. Excusez-moi. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que le patient qui a une très grosse récidive, un T3, un T4 ou un N1, lui, il n'a quand même pas un très bon pronostic. Donc, quand on est chirurgien et qu'on nous adresse un patient pour une chirurgie de rattrapage, il faut quand même prendre en compte la tumeur et pas dire « Ah bah oui, on a dit qu'il fallait faire la chirurgie de rattrapage ». Si le patient il a un gros T4, parce qu'on a mis un peu de temps à nous le redresser, ce qui malheureusement est parfois le cas, à ce moment-là, il ne faut peut-être pas non plus se jeter dessus sur le plan chirurgical, sinon on ne va pas forcément avoir de bons résultats. Et cette étude un peu plus récente asiatique, qui est une étude de phase 2, retrouvée, alors c'est intéressant d'avoir les chiffres, on a parlé tout à l'heure de chez combien de pourcents de patients on peut envisager de préserver l'organe. Donc ça, c'est une série d'épidermoïdes, radiochimiothérapie à visée exclusive avec 50,4 Gray, 60% de réponse clinique complète, du rattrapage dans un tiers des patients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du rattrapage endoscopique, on pourra discuter peut-être avec le professeur Ami de ça, qui est évidemment, c'est une frange très limitée des patients, mais quand on a une réévolution d'un épidermoïde, parfois, ça peut être très superficiel. Et chez les patients très à risque, nous, on a fait quelques résections endoscopiques, il y en a parfois de bonnes surprises. Là encore, quand on opère le patient et qu'on l'opère bien avec une résection R0, les chances de survie à distance sont tout à fait intéressantes. Et donc, ce que ça implique, tout ça, c'est une évaluation de la réponse clinique. D'accord ? Ce n'est pas juste je fais un TEP scanner, je fais un scanner, je fais une endoscopie, je fais tous les examens que je peux faire pour essayer d'avoir vraiment
une idée de la situation. Donc, ce qui est recommandé, c'est vraiment de combiner les examens. Pourquoi? Parce qu'aucun examen n'est parfait. Le scanner, ce n'est pas parfait. Le TEP scanner, ce n'est pas parfait parce que les rayons peuvent entraîner une SUV persistante. La fibroscopie avec les biopsies, ce n'est pas parfait, mais quand on fait de la fibroscopie avec des biopsies qu'on appelle bite on bite, c'est-à-dire toujours au même endroit, on augmente la sensibilité. Et donc, tout ça doit être combiné pour évaluer de façon correcte la réponse. Même quand on évalue de façon correcte la réponse, si on opère un patient qu'on pense en réponse complète avec le scanner, la fibroscopie et le TEP scanner, ça c'est une étude qu'on avait publiée en 2013, on a quand même 36% des patients où il y a de la tumeur sur la pièce opératoire, que ce soit dans la tumeur ou dans les ganglions. Donc il y a deux façons de voir les choses. Soit on opère 2 tiers des malades pour rien, soit on opère 1 tiers des malades pour quelque chose. D'accord? Mais donc ça, c'est des informations qu'on est obligé de délivrer aux patients. Ce n'est pas parce qu'il y a une réponse clinique complète qu'il n'y a rien sur la pièce opératoire. Donc tout l'enjeu est de dire, est-ce qu'on va pouvoir ensuite surveiller le patient et attraper le patient au moment où il va avoir quelque chose qui va réévoluer sur le plan loco-régional. Alors, qu'est-ce que ça donne dans les études rétrospectives qui ont été faites dans la littérature et qui ont comparé la radiochimiothérapie néoadjuvante ou exclusive suivie d'une surveillance active versus la radiochimiothérapie suivie d'une chirurgie systématique? Dans ces études, qui sont des études de centres experts très sélectionnés, on a l'impression que finalement, la survie globale et la survie sans récidive, elle est similaire entre les deux bras, d'accord, avec comme gros chiffre de se dire que finalement, dans 1 tiers des cas à peu près, les patients vont avoir une récidive locale et vont devoir être opérés. Donc, c'est important quand on analyse la littérature et qu'on a, par exemple, des taux de chirurgie de rattrapage de 5%, ben, ça veut dire qu'en fait, les gens n'ont pas été bien surveillés ou ne sont pas allés assez à la chirurgie de rattrapage. Et donc, ça biaise un petit peu les résultats de ces séries. Alors ça, c'est un très bel exemple. C'est une étude de PMSI anglais. Hein, donc, évidemment, c'est des très grosses cohortes. Mais voilà, la sélection, elle n'est pas aussi bonne qu'on va dire dans les centres experts. Et donc, dans cette étude qui a comparé radiochimio exclusive versus radiochimio néoadjuvante suivie de chirurgie, le taux de chirurgie de sauvetage, il est 14%. Donc 14%, c'est probablement pas suffisant. C'est-à-dire que les gens n'ont pas été assez bien rattrapés. Et donc, quand on regarde les courbes de survie, bah, finalement, dans le groupe radiochimiothérapie exclusive, on est clairement, on voit sur la courbe de droite, en dessous des patients qui ont eu la radiochimiothérapie néoadjuvante suivie de chirurgie. Et ça, c'est vrai pour les adénocarcinomes comme pour les carcinomes épidermoïdes. Alors, cette chirurgie de rattrapage, ce n'est pas non plus magique, hein, parce que même si, alors ça c'est une étude de l'AFC qui date maintenant d'il y a quelques années, même si en termes de risque de complications globales et de risque de mortalité hospitalière dans cette série, on ne retrouvait pas de différence, on avait quand même un peu plus de fistules et un peu plus de surgical site infection, donc d'abcès autour de l'anastomose, donc ce qu'on peut aussi quand même considérer un petit peu comme des fistules, qui étaient plus importants dans le groupe des patients qui avaient de la chirurgie de rattrapage. Alors, quand on regarde un petit peu les facteurs prédictifs de mortalité et de morbidité, quand on fait une chirurgie de rattrapage, les deux choses qui sortaient, c'était la dose de radiothérapie. Et donc, le professeur Huguet l'a bien dit ce matin, il n'y a aucune raison d'aller au-dessus de 50,4 degrés quand on traite, même à visée exclusive, un cancer de l'œsophage. Et il y a 2 études récentes qui ont été publiées sur le sujet. Même elle a parlé d'une 3e, donc globalement, les radiothérapeutes, en tout cas, juste monter le nombre de degrés ne suffit pas. Peut-être que ce qu'elle a dit ce matin, l'IMRT ou la protonthérapie va améliorer les choses. Enfin, la protonthérapie, c'est 2 machines en France, une à Curie, une à Montpellier, et c'est très, très cher. Donc, bon, ce sera probablement pas pour tout le monde. L'autre chose qui est importante, c'est le volume du centre. Hein, et donc, si on fait une chirurgie de rattrapage, il faut essayer de ne pas la faire dans un centre à faible volume. Sinon, vous voyez, les risques de mortalité intra-hospitalière passent de 6,3 à 16%, ce qui, bien entendu, est difficilement acceptable. Dans cette étude, on avait également étudié le pronostic global des patients qui étaient opérés pour persistance versus ceux qui étaient opérés pour récidive.
En termes de suite opératoire, finalement, il n'y a pas tellement de différence, hein, que le patient finalement soit opéré à 3 mois ou à 12 mois. En tout cas, dans cette étude, on n'avait pas retrouvé de différence. En revanche, le patient qui est opéré pour une récidive à distance, c'est un patient qui avait bien répondu initialement. Et donc, c'est un patient qui a forcément un pronostic un peu meilleur que celui qui est opéré pour persistance tumorale après la radiochimiothérapie. Et donc, il y a une étude à l'heure actuelle qui a lieu dans différents pays, qui va ouvrir en France, où on va comparer de façon frontale ces deux options thérapeutiques qui sont au Thésaurus national de cancérologie, au TNCD, la radiochimio exclusive versus la radiochimiothérapie néoadjuvante, suivie de chirurgie systématique, avec la possibilité de donner de l'immunothérapie aux patients qui sont en persistance tumorale sur la pièce opératoire. Et comme on l'a dit tout à l'heure, la survie globale est évidemment importante. La qualité de vie est également importante et c'est également un objectif principal de cette étude. Donc, cette étude sera positive si la survie globale des patients qui sont en radiochimiothérapie exclusive n'est pas moins bonne que celle des patients qui ont été opérés de façon systématique. Si la qualité de vie est meilleure dans ce groupe, l'essai sera positif. Alors, en France, on a regardé un petit peu ce que ça donnait dans la base clinico-biologique Frégate. Et donc, un petit peu comme dans l'étude des Anglais, finalement, le taux de chirurgie de rattrapage, je vous ai dit chez les Anglais 14%, même dans la base clinico-biologique Frégate, il n'est que de 11%. Et donc, finalement, quand on regarde ces analyses de population, on s'aperçoit que la radiochimiothérapie néoadjuvante plus chirurgie reste quand même au-dessus de la radiochimiothérapie exclusive. Et donc, dans cette étude, on a regardé un petit peu les risques de complications. Et comme dans l'étude de l'AFC, qui date maintenant d'il y a quelques années, on a quand même plus de fistules anastomotiques chez les patients qui sont opérés avec une chirurgie de rattrapage. Alors ça, c'était la radiochimiothérapie exclusive. Maintenant, les Hollandais ont développé une nouvelle approche en disant, attention, vous mettez trop de rayons et donc vous prenez trop de risques sur le plan chirurgical. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la radiochimiothérapie type néoadjuvant. Il y a un peu moins de rayons, il y a un peu moins de risques. Il y aura peut-être un peu moins de répondeurs, mais ce n'est pas grave. Ça va peut-être permettre quand même à certains patients de répondre complètement. Et on sait que dans l'étude Princeps Cross, il y a 25% des adénocarcinomes qui sont en réponse histologique complète quand on les opère. Et il y a 50% des patients qui ont un épidermoïde qui sont en réponse histologique complète sur la pièce opératoire. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même guérir des patients avec une radiochimiothérapie de type néoadjuvant. Donc, les Hollandais, ils ont commencé en faisant des études avec des très faibles effectifs, en mettant des scores de propension. Mais enfin, au final, c'est Annals of Surgery, mais c'est 29 versus 29 patients. Donc, c'est un peu difficile de conclure des choses, mais on va dire que ça commençait, ça montrait quand même que peut-être que préserver l'organe après la radiochimiothérapie néoadjuvante paraissait faisable. Alors, c'est faisable, mais il faut qu'il y ait une évaluation de la réponse, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure un petit peu au début du topo, extrêmement rigoureuse. Et donc, eux, ils ont tout évalué et tout testé. Et donc, pour eux, l'évaluation de la réponse, c'est faire un TEP scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastases intervallaires qui surviennent, et ça peut survenir jusqu'à 10% des cas. Et donc ça, clairement, ça leur permet de mieux sélectionner les patients si jamais on doit les opérer. Faire une fibroscopie avec des biopsies profondes, faire une écho-endoscopie avec éventuellement une petite ponction de certains ganglions qu'on verrait au-dessus de la tumeur, et répéter les examens, donc faire une première évaluation à 6 semaines après la fin de la radiochimiothérapie, puis réévaluer 6 semaines après, puis ensuite réévaluer tous les 3 mois. Donc, c'est une surveillance très, très attentive et très, très en dessous, à mon sens, des standards qui sont faits actuellement en France. Parfois, moi, je vois des patients adressés d'autres centres où ils ont fait une fibro, puis après, 3 mois après, ils ont fait un scanner. 6 mois après, ils ont fait un TEP scanner. Puis finalement, au bout d'un an et demi, ils disent, ah bah tiens, il y a peut-être encore une persistance. Est-ce que tu ne voudrais pas opérer ce patient, Guillaume? Là, ce n'est pas tellement comme ça que ça a été fait dans cette étude. Et donc, sur la foi de cette étude de phase 2, les Hollandais ont designé une étude randomisée de phase 3 qui s'appelle SANO, où ils ont randomisé, alors ils n'ont pas randomisé le patient directement, mais ils ont fait ce qu'on appelle une randomisation en cluster. Donc, ils ont en fait randomisé le centre. Et donc, ça, c'est probablement plus facile pour l'acceptation du patient. Et on verra, il y a une étude française qui a été faite, qui a été arrêtée pour défaut d'inclusion.
c'est très difficile de randomiser un patient quand on lui a laissé entrevoir la possibilité d'une préservation d'organes. Et donc, dans cette étude de Sano de phase 3, on a réévalué le patient à 6 semaines et à 12 semaines. Et si à 12 semaines, il est toujours en réponse clinique complète, on a randomisé le patient entre une chirurgie systématique et une surveillance et une chirurgie à la demande. Alors, les critères ont été un peu amendés, et notamment quelque chose qui est très important, quand le patient a une tumeur non franchissable en endoscopie, ce n'est pas une réponse complète, donc ils font l'opérer. Donc, il faut arrêter de dire que le malade qui crache sa salive et qu'il est en réponse complète. Non, il n'est pas en réponse complète et il faut le proposer probablement à un chirurgien, même si parfois la sténose est uniquement post-radique, mais aller dilater une sténose dans un contexte radique peut être un peu... Ça peut se faire, mais ça peut être un peu compliqué. Voilà. L'idée, c'est que si votre malade a une tumeur non franchissable en endoscopie ou si vous avez vraiment un doute, il vaut mieux aller probablement à la chirurgie. Alors, les résultats de cette étude Sano ont été communiqués à l'ESMO en 2023. Ils ont été soumis à un grand journal, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore été acceptés. Et donc, c'est les résultats de cette étude de phase 3. J'ai fait un petit diagramme à la fin parce que ça permet d'avoir un peu une idée claire sur ce qui se passe, mais globalement, c'est assez compliqué parce qu'il y a ce qu'on appelle des crossovers. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a des patients qui devaient être opérés, puis finalement, ils n'ont pas été opérés, ils ont été plutôt dans le bras surveillance, et l'inverse. Et donc, ça entache un petit peu la pureté, on va dire, sur le plan statistique de cette étude. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le facteur patient qui est à prendre en compte et qui joue dans ces études, même si c'est des très belles études randomisées. Ce qui est important à dire, c'est que le résultat, c'est qu'en termes de survie, il y a une non-infériorité à 2 ans à la surveillance active versus à la chirurgie. C'est ces patients qui avaient une radiochimiothérapie néoadjuvante. Donc, c'est une étude qui est considérée comme positive, mais avec quand même certaines limites qui vont nécessiter probablement une confirmation ultérieure. Mais ça laisse entrevoir quand même la préservation d'organes, même après un traitement néoadjuvant. Alors, si on doit avoir un peu à l'esprit, sur 100 patients qui vont rentrer dans le protocole, qui sont rentrés dans Sano, finalement, à 6 semaines, il y en a un tiers qui ont de la tumeur et donc qui vont être opérés, 3% avec des métastases intervallaires. Quand on vous refaites le bilan 6 semaines après, il y en a encore un tiers qui ont du résidu tumoral et qui vont être opérés, 8% de métastases intervallaires. Et donc, à la fin, sur 100 patients initialement, on se retrouve avec un tiers, 33%, qui étaient en réponse clinique complète. Pourquoi 33% et pas les 60% de l'étude japonaise tout à l'heure? Parce qu'en fait, dans Sano, il y a une majorité d'adénocarcinome. Et l'adénocarcinome répond moins que l'épidermoïde à la radiochimiothérapie. Chez ces 33% de patients en réponse clinique complète, il y en a un tiers qui est resté en réponse clinique complète, 48% qui ont quand même été à la chirurgie et 17% qui sont devenus métastatiques. Donc, au final, l'étude Sano ne va pas nous mettre au chômage tout de suite, puisqu'au final, il n'y a que 12% des patients qui ont eu une préservation d'organes à 2 ans. Donc ça s'explique par le fait que beaucoup d'adénocarcinomes dans cette étude et que l'adénocarcinome est probablement un moins bon candidat à la radiochimiothérapie en termes de réponse que le carcinome épidermoïde. Donc peut-être qu'il faut aussi améliorer les traitements oncologiques. Ça, c'est juste les résultats de l'étude EusoStrat, qui est le pendant français, donc l'étude française qui a été menée avec le même design, mais un schéma de radiochimiothérapie qui était un peu laissé au libre choix de l'investigateur. Donc, certains ont fait du néoadjuvant, beaucoup ont fait de l'exclusif. Et donc, si le patient est en réponse clinique complète, randomisation entre chirurgie et surveillance active. Beaucoup de difficultés d'inclure dans cette étude. Et donc, au final, l'étude a été arrêtée en 2021. D'abord une phase 2, puis une phase 3, donc il n'y aura jamais de phase 3. Donc, il y a quand même des messages importants à retenir dans cette étude. Premièrement, 31% des patients jugés en réponse clinique complète, donc c'est un peu les mêmes résultats qu'on retrouve dans l'étude Sano. Deuxième message que je vous disais, une fois que vous avez dit aux patients, vous êtes en réponse clinique complète, je vais avec mon attaché de recherche clinique faire un tirage au sort entre chirurgie systématique et chirurgie à la demande. La moitié des malades disent non, mais attendez, là, c'est bon, on arrête là, vous n'allez pas m'enlever mon œsophage, randomisation ou pas randomisation. Donc,
Et que la moitié, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais la moitié, c'est... Voilà. Et donc, du coup, l'analyse, c'est difficile parce qu'on se retrouve au final avec ce qu'on appelle une ITT modifiée, mais globalement, bon, les gens qui ont été opérés, ils sont analysés dans le bras chirurgie, les autres sont analysés dans le bras surveillance. On est un peu loin de laisser randomiser, vu qu'au final, il y a la moitié des patients qui devaient être opérés qui n'ont pas été opérés. Mais on a quand même des résultats intéressants, une majorité de carcinome épidermoïde, une majorité de patients qui avaient un schéma de radiochimiothérapie exclusive, donc plus de 45 grès. Taux de survie à 1 an, 78% dans le bras surveillance actif, 100% dans le bras chirurgie. Taux de survie global à 3 ans qui sont assez proches, mais on a encore une fois des effectifs qui sont très faibles. 10 patients dans le bras surveillance qui ont eu une récidive loco-régionale et 7 sur 10 qui ont pu être opérés en rattrapage. Et donc là, si on regarde les courbes de survie, même si on nous en est un peu éloigné, elles sont assez comparables. Donc ça, c'est la survie sans récidive non curable. Donc ça veut dire que ça exclut les patients qui ont pu être rattrapés. Donc globalement, sur le plan chirurgical, il y a des complications quand même. 100% de R0 en chirurgie d'emblée, 86% en chirurgie de rattrapage. Des complications grade 3-4 d'endoclavien qui sont quand même assez élevées, autour de 40%. Pas de mortalité à 90 jours à déplorer dans les deux groupes. Donc globalement, cette étude, elle a été arrêtée avant, donc on ne peut pas dire qu'elle est positive. Mais finalement, on a quand même des résultats qui sont intéressants en faveur de la préservation chez les patients qui sont en réponse clinique complète. Alors, la limite de tout ça, c'est qu'il ne faut pas louper le coche de l'œsophagectomie. Premier message, c'est une étude rétrospective multicentrique qui a regardé un petit peu ce que donnait la chirurgie. Plus on s'éloignait de la fin de la radiochimiothérapie, quels étaient les résultats de la chirurgie. Et globalement, en fait, même si dans les études que je vous ai montrées, on dit « Ah oui, la chirurgie de rattrapage, ça va », dans cette étude, plus on s'éloignait de la fin de la radiochimiothérapie, plus on avait quand même une augmentation du risque de décès à 90 jours en post-opératoire. L'autre message, ça c'est les résultats de l'étude NEORES-2 qui a été présentée par le professeur Huguet ce matin. Donc c'était une étude dont l'hypothèse était de dire peut-être si on attend 10-12 semaines versus 4 à 6 semaines, on va gagner en termes de réponse histologique. Donc le résultat, c'est que non, il n'y avait pas plus de réponse histologique à 10-12 qu'à 4 à 6. Mais en revanche, dans cette étude, ce qui est intéressant, c'est que en termes de survie, certains patients semblaient avoir eu un effet péjoratif d'attendre à 12 semaines. Et donc, globalement, l'idée, c'est de dire si à 4 à 6 semaines, le patient n'a pas répondu, ça ne sert à rien d'attendre à 10-12 semaines. Il faut arrêter de surveiller le patient et le pousser au bloc. Et dans cette étude, c'était en particulier vrai pour les adénocarcinomes et les patients qui ne répondaient pas bien. D'accord ? Donc, l'idée, comme dans le cancer de l'anus, de dire « Oh là là, on a le temps, on attend », est probablement pas vrai. Donc, si on fait radiochimiothérapie néoadjuvante, qu'on réévalue 4 à 6 semaines et qu'il y a clairement une persistance tumorale, ça ne sert à rien d'attendre 4 à 6 semaines de plus et se dire « Laissons un peu le temps ». Ça ne va pas aller. Cette étude même suggère qu'on va faire perdre des chances aux patients. Dernier élément de discussion, puisqu'on a dit « Ah bah oui, on peut peut-être faire du néoadjuvant ou il faut peut-être mieux faire de l'exclusif ». C'est des résultats d'une étude rétrospective publiée très récemment dans Annals of Surgical Oncology. C'est qu'en fait, quand on fait moins de rayons, on a quand même un peu moins de réponses histologiques. Donc, probablement que si on fait 50 grès, c'est ce que disait Florence Huguet ce matin, on va quand même peut-être avoir un peu plus de réponses que quand on va faire uniquement 40 grès. Et puis, la dernière limite qu'on a abordée un peu tout à l'heure au début du topo, c'est que l'immunothérapie, si vous faites une radiochimio exclusive suivie d'une surveillance et d'une chirurgie à progression, vous enlevez de l'équation l'immunothérapie. Donc ça, c'est un problème qui va clairement défavoriser le bras préservation d'organes versus l'autre bras où vous aurez fait radiochimie adjuvante, chirurgie. S'il m'a en réponse complète, vous le laissez tranquille. S'il a de la tumeur sur la pièce opératoire, vous lui faites l'immunothérapie et vous diminuez de x2 son risque de récidive. Et donc, voilà, cette immunothérapie, il va falloir l'inclure dans les futurs essais.
Et donc, il y a des études à l'heure actuelle qui évaluent l'intérêt de l'immunothérapie quand on fait une préservation d'organes. D'accord ? Il y a, je vous ai dit, dans le Sano, il y a beaucoup d'adénocarcinomes. Donc, les Hollandais, ils sont allés voir les Chinois et ils ont dit, venez, on va faire une étude en Chine comme Sano. Donc, ça ne s'appelle pas Sano, ça s'appelle Sino, hein, mais où il n'y aura que des épidermoïdes et où probablement qu'ils vont aller beaucoup plus vite que nous. Et donc, ils vont comme ça essayer de répondre à la question de savoir si pour les épidermoïdes, on peut faire une radiochimiothérapie néoadjuvante et une préservation d'organes. Et puis, le dernier point, on l'a dit tout à l'heure, les adénocarcinomes répondent peut-être pas tout à fait bien à la radiochimiothérapie. Et donc, il faut peut-être améliorer aussi, j'ai fini, les traitements, donc potentiellement rajouter de l'immunothérapie. Et le professeur André l'a dit tout à l'heure, et je ne vais pas revenir là-dessus, chez les patients qui sont par exemple MSI, une préservation d'organes, même sans radiochimiothérapie, avec uniquement de l'immunothérapie, est quelque chose qui va peut-être devenir un standard sous réserve des résultats de cette étude. Merci beaucoup. Ah bon. Ou j'en ai fini. Non, c'est bon, c'est bon. Continuez. Je finis juste là-dessus sur la conclusion. À l'heure actuelle, on peut faire de la préservation d'organes pour les épidermoïdes après une radiochimiothérapie exclusive ou chez les adénocarcinomes qui ne veulent pas être opérés. S'il y a de la persistance, il faut rattraper le patient en centre expert. Après une radiochimiothérapie néoadjuvante, la référence, c'est d'opérer et de proposer de l'immunothérapie ensuite. Et peut-être qu'à l'avenir, la stratégie hollandaise aura de beaux jours devant elle. Je vous remercie. Et là, je dis merci beaucoup. Professeur Collet. Merci Guillaume de ces survols, plus qu'un survol, vraiment extrêmement complet. Est-ce que vous avez loupé la session du matin, professeur Collet? Pardon, on avait déjà commencé un peu à réfléchir. Moi, j'ai quand même 2 ou 3 remarques à faire. Premièrement, on comprend que l'option de traitement néoadjuvant, de traitement exclusif par radiochimie exclusive, est une option qui peut être valable, mais il est impératif que la décision soit prise en présence d'un chirurgien. Ouais. On voit pas mal de patients qui ont reçu de la radiothérapie, 50 grès, plus ou moins, et qui arrivent en disant j'ai été traité il y a 2 ans, et puis pas de nouveau. Voilà. On reconstitue rétrospectivement l'histoire et on se dit comme quel dommage que cette personne n'a pas été opérée à ce moment-là parce que on fait face à des difficultés techniques et à un risque chirurgical qui est significativement augmenté. Et le problème, en fait, quand on voit des patients qui sont un peu limites pour cette stratégie non chirurgicale, c'est de se dire, ou bien on fait un traitement néoadjuvant avec radiochimiothérapie préopératoire, ce sont presque toujours des épidermoïdes, et on l'opère dans de bonnes conditions maintenant avec des séquelles modérées de la radiothérapie et un risque chirurgical qui soit acceptable. Ou alors, on prend le risque de l'opérer avec quelques années de plus tard. J'ai un patient de 78 ans, 80 ans, c'est des années qui comptent beaucoup. Et on l'opère dans des conditions qui sont beaucoup plus difficiles, avec des séquelles de radiothérapie, des séquelles fibreuses de la radiothérapie, et notamment dans le tiers moyen, ça peut être vraiment quelque chose de diabolique. Et puis, il y a une dernière chose dont on parle peu et que tu as parlé, qui est floue dans les publications, c'est les modalités pour affirmer la réponse complète des modalités préopératoires. Parce qu'on fait un peu de tout. Il faut avoir, je pense, une confiance aveugle dans le scanner et le PET scan pour affirmer qu'il n'existe pas de cellules tumorales. Et on voit régulièrement des gens qui sont YPT0N1, c'est-à-dire avec des tout petits ganglions métastatiques qui auraient échappé, qu'on n'aurait jamais vu par un bilan standard, des colonoscopies, de PET scan, de scanner. Et donc, affirmer la réponse complète par les moyens non chirurgicaux est quelque chose, je pense, d'assez aléatoire. Voilà. Merci. Et dernière chose, je termine, il ne faut pas répondre, il ne faut pas confondre réponse complète et guérison. Ça, on est d'accord. Ça c'est vrai. Et moi, je suis d'accord. Oui. Non, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai des patients qui viennent d'autres centres qui sont traités de façon exclusive pour des adénocarcinomes et qui viennent nous voir au bout de 2 ans parce que voilà, on a fait un scanner un peu par hasard et on trouve des choses. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas acceptables, je pense. Professeur André. Non, c'est simplement 2 choses. En effet, on voit bien que l'épidermoïde, OK, l'adénocarcinome, c'est plutôt non, quoi. C'est plutôt non à du watch and wait au jour d'aujourd'hui.
En fait, au final, c'est ce que tu vois que c'est vrai que c'est intéressant quand on regarde les chiffres parce que les Hollandais nous disent c'est super, mais au final, il y a 12% des patients qui n'ont pas été opérés. Donc, ça va concerner un très faible pourcentage de malades. Et donc, c'est là peut-être que l'amélioration des traitements oncologiques, je sais pas, moi, tu rajoutes de l'immunothérapie à la radiochimiothérapie ou tu sélectionnes certains profils biologiques favorables qui vont très bien répondre à la chimio plus l'immunothérapie. Peut-être qu'on va un peu plus y arriver, mais à l'heure actuelle, je pense que même si l'étude Sano est publiée, et ça peut laisser une petite fenêtre peut-être d'opportunité, je prends l'exemple d'un patient l'autre jour qui a été mis en stratégie néoadjuvante, puis il arrive à ma consultation, je m'aperçois qu'il a une grande cicatrice de thoracotomie, qu'il a eu une bilobectomie pulmonaire droite. Bon, évidemment, il n'avait pas été évalué par un chirurgien au début de la stratégie, et il a une réponse complète. Oui, c'est une pulmonectomie d'ailleurs. Une lobectomie inférieure, excuse-moi. Et donc, à ce moment-là, ce patient qui est en réponse complète, moi, je n'ai pas très envie de l'opérer dans ce contexte et j'ai plutôt privilégié une surveillance sur les résultats de Sano. Alors, peut-être qu'il va revenir en récidive dans quelques mois, mais voilà. Ouais, c'est simplement adénocarcinome et épidermoïde, c'est quand même deux mondes un peu différents. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'il faut vraiment. Et l'autre chose que tu disais, c'est par micro. PET scanner, c'est un bon examen dans l'épidermoïde, c'est un mauvais examen dans l'adénocarcinome. Le TEP scanner, je pense que c'est surtout un bon examen pour vérifier qu'il n'y ait pas de métastase à distance et éviter de mettre au bloc un malade à mauvais escient. Oui, mais dans l'épidermoïde, puisque les métas dans les adénocarcinomes, tu les vois sur le scanner, en général. Oui. Bah alors, moi, dans l'épidermoïde, on peut avoir un peu plus de métastases ou de... Ouais. Professeur Joannet. Mais en fait, opérer 8 mois après avoir reçu 50 grès, c'est quand même un défi. Je veux dire, l'œsophagectomie en soi, c'est déjà un défi, vous l'avez montré. Mais alors là, c'est pas faire une bonne pub pour la chirurgie, quoi. Hein. Ben, alors vous ouvrez une voie, en fait. Mais finalement, vous en globalement, les prix. En fait, la chirurgie, elle en paie le prix. Là. Opérer après 55, 60 ou 70 grès, ça, c'est sûr que c'est des chiffres catastrophiques. Oui, mais parce que moi, j'en ai qui viennent me voir. Hein. Ils ont eu 60 grès, peut-être les oies, et puis ils viennent nous voir. Donc, ceux-là, moi, voilà, parce que les... Il y a eu plein d'études aussi. Donc, voilà. Après, je pense que dire que c'est bénin d'opérer, voilà, je pense qu'il y a quand même un peu plus de complications. Le DICE study évoque même plus de mortalité post-opératoire. Donc, voilà. Après, c'est toujours pareil. Les gens chez qui on a délayé l'opération, c'est les gens qui ont des tirs sup, qui n'étaient pas des très bons candidats à la chirurgie initialement. Et donc, tout ça, en plus, c'est voilà, parce que nous, on a connu les cancers de l'anus qui étaient irradiés. Hein, donc, c'était nickel. Tout était parfait, 70 degrés. Puis, en fait, ça récidivait. La chirurgie de rattrapage, on a rapidement compris que c'était une catastrophe. Hein, je veux dire, ces malades qui ne cicatrisaient jamais. Hein, alors, évidemment, les risques n'étaient pas les mêmes que l'œsophagectomie, mais en termes de qualité de vie, c'était catastrophique. Oui. Mais moi, je pense qu'en effet, la dose de rayon est importante. Et d'ailleurs, les chirurgiens thoraciques, moi, je ne suis pas chirurgien thoracique, mais je vais travailler les chirurgiens thoraciques. Parfois, on a des patients qui ont eu des antécédents néo du poumon, qui ont récidivé, ils ont eu 60, 70 grès. Là, le chirurgien thoracique il me dit non, mais je ne retourne pas dans ce médiastin. Ça, il faut pas y aller. Donc, des commentaires. Oui, des commentaires. Non, tout à fait d'accord avec ça. Je suis persuadé qu'il ne faut pas faire trop de grès sur l'œsophage et surtout pas dépasser les 50. Ça, c'est une certitude. Voilà. Pour le timing de l'évaluation de la réponse, encore une fois, je pense qu'effectivement, plus on commence tôt, et moins on a de désastres. Et les dernières études dont je parlerai aussi le montre assez bien avec une diminution de la mortalité. Donc, non, tout à fait d'accord. À Saint-Antoine, on en pense quoi? Je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit le professeur Piessène. Non, un commentaire pour souligner ce que tu as dit, c'est sur la surveillance, sur le timing de la surveillance. C'est-à-dire que faut bien noter qu'à 6 semaines, dans le protocole Sano, c'est une fibro pour aller voir au niveau de la muqueuse. Si c'est sténosé, et ça, c'est pas complètement dit pareil dans le diagramme, si c'est sténosé, le patient est directement considéré comme en non-réponse complète. Et donc, on part à la chirurgie sans refaire l'évaluation 6 semaines après.
Et 12 semaines, c'est-à-dire 6 semaines après la première fibro, là, on fait le TEP scan, on fait l'écho-endo, si c'est bien sûr pas de sténose, la fibro. Et c'est ultra important, je pense, cette surveillance très serrée au début pour ne pas perdre de temps, parce qu'il faut bien comprendre que le patient qui a eu l'évaluation à 6 semaines, puis à 12 semaines, nous, il va venir nous voir, on sera déjà à 3 mois et demi, le temps de tout organiser pour la suite. On se retrouve à 4-5 mois de la fin des rayons. Donc, voilà, faut pas rater ces créneaux-là. Et surtout la sténose post-radiothérapie, où parfois on est amené en RCP à dire « Non, mais ça, c'est normal, c'est assez classique, c'est la réponse après la radiothérapie, il faut se laisser du temps, ça va aller mieux, le patient reste dysphagique, c'est normal. » Il faut déjà un peu se méfier, je pense. Après, quand tu fais l'analyse, les Hollandais, ils ont regardé la chirurgie des patients qui étaient en sténose et qu'ils ont opéré pour sténose. Il y a 50% de patients qui sont en persistance et 50% des patients qui sont en réponse histologique complète. Donc, la sténose, ça reste, peut être aussi en effet juste un effet de la radiothérapie. Et après, je ne sais pas, Gabriel a peut-être un commentaire là-dessus, hein, sur le traitement de voilà, est-ce que tu vas dilater, mettre une prothèse, dilater pour faire des biopsies, pour prouver qu'il y a quelque chose, pour ensuite amener le malade à la chirurgie. Effectivement, ce sont des sténoses qui sont difficiles à dilater parce que la fibrose cicatricielle, c'est des sténoses vraiment difficiles, à différence de sténose peptique, par exemple. Donc, on a tendance, on nous a déjà demandé de dilater, de faire des biopsies intrasténotiques, ce qui n'est pas très compliqué à faire. Mais effectivement, ce n'est pas des cas faciles, quoi. Disons globalement, si c'est un Lewis Senti classique, je pense qu'on va aller assez vite à la chirurgie. Si c'est un 3 voies, voilà, avec un petit contact avec la trachée et un patient qui est d'opérabilité limite, on va plutôt demander au gastro-entérologue, en effet, de faire une petite… Et je pense qu'à un moment, tu avais parlé d'une récidive sur le site irradié à distance, non? Il m'est arrivé de disséquer une récidive, mais superficielle. Hein. Je ne sais pas si c'était une récidive ou c'était autre chose. Ou Tu sais, moi, j'ai le souvenir d'un patient à qui j'avais fait un 3 voies qui était T1N0, qui s'est retrouvé avec une trachéo en réa. Bon, il a survécu et tout ça, mais ce moment-là, je me suis dit que peut-être le 3 voies était peut-être un peu excessif, hein, pour une récidive qui est finalement assez superficielle. Et les Hollandais, ils ont beaucoup étudié le site de persistance tumorale et de récidive. Et c'est vrai que dans un certain pourcentage de cas, qui est la majorité, souvent, c'est assez superficiel. Voilà. Et donc, c'est un peu plus difficile à disséquer, mais on y arrive quand même assez bien. Professeur de Mestier. Pour ces patients qui ont une irradiation, donc les interventions comme ça difficiles, est-ce que vous faites des oephagectomies totales avec une tubulisation gastrique, anastomose au cou, type Akiyama? non, il n'y a pas d'argument pour changer pour éviter une anastomose thoracique. Non. Non, parce que dans les études un peu récentes, là, sur le 3 voies versus le 2 voies, globalement, le 3 voies a plus beaucoup il n'y a plus vraiment de raison de faire un 3 voies, sauf si on est obligé à cause de la localisation tumorale. Oui. On ne va pas forcément gagner. Un des arguments aussi, c'est l'histoire de où va porter l'anastomose. Et c'est vrai que si on a un patient qui a une tumeur de l'œsophage, par exemple du tiers inférieur, et on se dit, ah là là, bah, il a été irradié, je vais plutôt lui faire un 3 voies. Et en fait, dans les champs d'irradiation, vous avez le fundus, et du coup, fundus, bref. Du coup, on va se retrouver finalement à faire l'anastomose sur une zone moins bien vascularisée, potentiellement irradiée, et du coup, le fait de faire un 3 voies ne va pas forcément aider. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on fait parfois, c'est qu'on fait des lambeaux intercostaux, hein, pour interposer entre l'arbre trachéobronchique et enrouler l'anastomose. Voilà. Et puis, on fait un peu des scanners systématiques. Enfin, pas une politique de scanner systématique en post-opératoire, ça dépend un peu de l'évolution clinique et de la CRP des patients. Mais en tout cas, chez ces patients qui ont une œsophagectomie à rattrapage, on va plutôt avoir tendance à proposer un examen systématique. Et j'ai souvenir de plusieurs patients, en effet, qui avaient une bonne évolution clinico-biologique, mais qui ont quand même des petits retards de cicatrisation, comme on dit poliment, au niveau du site anastomocyte, qui nécessitent de décaler leur reprise alimentaire. Okay. Bon. Merci beaucoup.